Chers amis téléspectateurs de TVL, bienvenue dans Passé Présent, votre émission historique présentée en partenariat avec la revue d'histoire européenne. Haut-Karabakh, le nom de cette enclave arménienne en Azerbaïdjan fait depuis quelques jours la une des médias. En l'espace d'une semaine, les forces de l'Azerbaïdjan ont pris le contrôle total de l'enclave du Haut-Karabakh, contraint les autorités arméniennes séparatistes à déposer les armes le 20 septembre et à dissoudre la République autonome qu'elles avaient mise en place et mis sur la route de l'exode près de 100 000 habitants, soit plus de 80% de la population. Poussés à tout laisser derrière eux, avec la conviction que leur communauté ne sera plus en sécurité. Nous assistons à un déferlement de scènes dramatiques, des réfugiés qui se pressent à la frontière arménienne, des habitants qui brûlent leurs maisons avant de partir, des chrétiens qui emportent leurs morts, et puis ces images de soldats azéris démolissant croix, églises ou tous autres symboles chrétiens. Depuis la dislocation de l'Union soviétique, les décennies ont été marquées par deux guerres meurtrières, des revers de fortune pour les parties belligérantes et une fragilité chronique sous l'œil de Moscou et d'Ankara, protecteurs des Arméniens chrétiens pour le premier et des Azerbaïdjanais turcophones et musulmans pour le deuxième. Aujourd'hui, le rêve d'un Haut-Karabakh arménien et chrétien semble bel et bien enterré et l'Arménie de plus en plus isolée, si ce n'est les effets d'annonce de l'Union européenne ou des Nations unies. Ce pays martyrisé dans l'indifférence internationale, pays martyr depuis ses origines, a toujours montré une résilience étonnante. D'où lui vient cette force? Et nous, Européens, avons-nous le devoir, au-delà de simples considérations humanitaires, de nous préoccuper de l'Arménie? Pour tenter d'y répondre, je reçois aujourd'hui Antoine Delacoste. Antoine Delacoste, bonjour. Bonjour. Vous êtes conférencier, spécialiste de géopolitique. Vous animez d'ailleurs un blog de géopolitique dont vous allez nous rappeler le nom tout de suite. Géochronique.fr. Et j'ajoute que vous êtes un contributeur maintenant régulier de la revue d'histoire européenne, puisque vous y tenez la rubrique de géopolitique. Alors, je reviens à la question que je posais en introduction. Devons-nous, nous Européens, avons-nous, nous Européens, le devoir de nous préoccuper de l'Arménie, ce petit pays aux confins du Caucase? Bien sûr que nous en avons le devoir. La France est censée être protectrice des chrétiens d'Orient. L'Arménie, c'est un peu plus loin que l'Orient, puisque c'est le Caucase. Mais tout de même, c'est un vieux pays chrétien avec lequel nous avons des liens étroits. La classe politique française, au fur et à mesure des échéances électorales, s'est bousculée pour visiter l'Arménie. On y a vu Valérie Pécresse, François Fillon, on a vu tout le Gotha, y compris à gauche d'ailleurs, pour montrer la solidarité de la France avec l'Arménie. Eh bien, elle ne s'est pas beaucoup vue ces derniers temps. On n'a pas levé le petit doigt, ce qui était d'ailleurs absolument prévisible. C'est vrai aussi, il faut être juste, que c'était compliqué. Oui. Parce que là, les Azéris ont attaqué, l'ont emporté en 48 heures, ce qui était prévisible, puisque l'armée arménienne n'a pas été envoyée sur place et que ce sont donc les forces d'autodéfense du Haut-Karabakh, très réduites, qui étaient censées défendre ce territoire. C'était mission impossible. Il y avait toujours les drones israéliens et les drones turcs à la manœuvre. Il aurait fallu quasiment une guerre contre l'Azerbaïdjan, ce qui n'est pas envisageable, puisque c'est devenu, depuis qu'on a puni la Russie, notre premier fournisseur de gaz. De gaz. Alors, on va refaire un retour en arrière, un retour dans le temps. L'Arménie, pays très ancien, il apparaît quand dans les premiers textes qui citent l'Arménie? Le pays lui-même n'apparaît pas de façon si ancienne que cela. Par contre, dans Xénophon, il est question d'Arméniens, lorsque, en moins 400 avant Jésus-Christ, Xénophon, avec ses 10 000 mercenaires grecs envoyés à la rescousse contre les Perses, sont partis pour une grande marche, la marche des 10 000, la fameuse marche des 10 000. Et à l'extrémité est de ce qui est la Turquie actuelle et de ce qui était une population arménienne qui occupait ce pays, eh bien, ils ont rencontré les premiers princes arméniens, qui s'appelaient des satrapes, vieille formule du capitaine Haddock, bien connue. Les satrapes arméniens ont accueilli ces mercenaires grecs. Il y a eu des premiers échanges à ce moment-là, et c'est une des premières fois où l'on entend parler de ces Arméniens. De ces Arméniens. Et sinon, en tant qu'État, parce que je crois que c'est aussi le premier État chrétien. Alors, c'est le premier État chrétien, on saute quelques siècles, mais avant de devenir le premier État chrétien, il a été un grand État païen. L'Arménie a été un grand empire sous le nom de son souverain qui s'appelait Tigrane. Et Tigrane, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de petits Arméniens qui s'appellent Tigrane, parce que c'était un des âges d'or, il y en a eu d'autres, mais c'est un des âges d'or arméniens. Et ils avaient à ce moment-là un territoire qui s'étendait depuis l'Arménie actuelle jusqu'à Damas. Alors c'était un petit peu théorique dans la mesure où ils n'ont jamais véritablement administré Damas ni Antioche, mais en théorie ça allait jusque-là. En tout cas, ils administraient la moitié de la Turquie actuelle. Ça a été le grand royaume de Tigrane.
Et puis les Romains ont estimé que c'était quand même un petit peu trop et ils ont poussé les Arméniens vers leur frontière actuelle. Et donc ça a été le premier grand royaume arménien. Et il devient chrétien Alors il est devenu chrétien quelques années plus tard. Les Romains avaient installé sur le trône un roi qui s'appelait Tiridate IV. Tiridate IV était païen et il a été converti par le grand saint arménien, Saint Grégoire l'Illuminateur. Et en 313, Saint Grégoire l'Illuminateur a convaincu le roi de non seulement se convertir au christianisme, mais ensuite de proclamer l'Arménie comme étant un royaume chrétien. Et donc c'est le premier royaume chrétien au monde, c'est le premier royaume qui se dit officiellement chrétien, où le christianisme est la religion d'État. La religion d'État. Alors lorsqu'on regarde une carte, on se rend compte vraiment que l'Arménie est coincée entre deux empires, et au début de notre ère, enfin à cette époque-là, donc 304e siècle, 4e siècle, 313, pardon, il y a deux empires, donc à l'ouest, l'Empire romain, enfin, l'Empire byzantin, et à l'est, l'Empire perse. Alors, quels sont l'Empire sassanide à l'époque. Quels sont les rapports de l'Arménie avec ces deux puissants voisins? La pauvre Arménie va beaucoup souffrir, parce que les puissants voisins se font la guerre de temps en temps, et de temps en temps, ils se font la paix. Et ils ne peuvent pas passer leur vie à se faire la guerre. Et donc, l'Empire byzantin et l'Empire sassanide vont passer une sorte d'accord, on va appeler ça le grand partage, et ils vont se partager le royaume arménien. Ils vont conquérir 2 tiers pour les Perses, 1 tiers pour les Romains. Ils vont laisser une certaine autonomie aux Arméniens, mais les Arméniens n'ont plus de pays, en réalité. Et ils attendront 1920 pour reconquérir une indépendance. Et ils vont être sans arrêt à l'ombre de ces 2 royaumes, et lorsqu'ensuite les Turcs vont remplacer l'Empire romain, ce sera encore pire, puisqu'ils seront à l'ombre des Perses, mais aussi des Turcs, c'est-à-dire 2 puissances musulmanes. Alors qu'au moment de l'Empire romain, c'était tout de même une puissance chrétienne, ce qui adoucissait quand même un petit peu les relations. Donc ils se battent plus souvent contre ils se battent pas vraiment. Contre les Perses, il y a des batailles? Il y a des batailles, il y en a une qui a été très grande, parce que les Perses, à ce moment-là, étaient zoroastres. Les zoroastriciens, ça a été la grande religion païenne perse, avec un clergé très puissant, très riche, qui adorait le feu éternel. Alors, il fabriquait des autels du feu. Et puis un jour, le royaume perse, l'empire perse, s'est mis en tête de convertir les Arméniens au zoroastrisme. Vaste programme qui n'a pas du tout été accompli. Alors ils ont envoyé tout le clergé zoroastricien en Arménie, ils ont chassé les prêtres des églises et en gros, ils ont pris leur place. Alors le peuple arménien a grondé, parce que le peuple arménien était très chrétien, très fidèle, très pieux, et ils ont obligé les nobles à se révolter et à déclarer finalement la guerre à l'Empire sassanide. Et malheureusement, ça s'est très mal passé, et en 451, il y a eu une grande bataille entre les Perses et les Arméniens, à la bataille d'Avaraïr, et là ça a été perdu, et la noblesse arménienne a été décimée dans cette bataille. Les Perses ont cru à ce moment-là qu'enfin ils avaient la paix, qu'ils allaient pouvoir faire quasiment une province zoroastricienne, mais le peuple s'est révolté. Et le peuple n'a pas accepté, et il s'est lancé dans une guérilla redoutable. Les Arméniens sont de redoutables combattants. À titre individuel, ça a toujours été des guerriers vraiment extrêmement courageux et prêts à tout. Donc le peuple s'est lancé dans une grande guérilla. Et finalement, les Perses ont estimé au bout d'un moment que les pertes étaient trop importantes et que ça ne justifiait pas un tel investissement pour un pays qui finalement ils pouvaient contrôler à distance, et donc ils ont renoncé à faire de l'Arménie un pays zoroastrien. Donc ça reste un pays chrétien. Mais dont le christianisme est proche de l'orthodoxie, est proche du catholicisme. Enfin, à l'époque, en 400... En 400 et quelques, ils sont rattachés à... C'est ça, il y a eu 2 conciles successifs qui vont provoquer le détachement de l'Arménie de l'Église officielle. 431, le concile d'Éphèse, 451, le concile de Chalcédoine. Au cours de ces conciles, on a condamné plusieurs hérésies, le nestorianisme, l'arianisme, le monophysisme, c'est-à-dire toutes ces hérésies qui ont fleuri au 1er siècle de l'Église, où tout n'était pas encore stabilisé sur le plan du dogme, et ce qui consistait soit à nier la nature divine du Christ, soit à nier sa nature humaine. Et donc, dans cet horizon, les Arméniens au concile d'Éphèse ont adhéré au concile,
Mais ils ont considéré que le concile de Chalcédoine s'était écarté de la traduction du concile d'Éphèse. C'est un débat de spécialistes. Et c'est pour ça que, tout en se séparant à ce moment-là de l'Église officielle, parce que refusant la nouvelle traduction du concile de Chalcédoine, ils n'ont jamais été non plus considérés comme pleinement schismatiques, contrairement à l'Église orthodoxe, que l'Église catholique a toujours considéré comme purement schismatique. Ça n'a pas été le cas de l'Église arménienne, qui s'est proclamée comme une Église en soi, une Église à part, l'Église apostolique arménienne, dirigé par un catholicos, c'est-à-dire un patriarche qui, finalement, n'avait aucun supérieur au-dessus de lui. Mais sur le plan dogmatique, si on regarde de près les choses, on pense la même chose que les Arméniens. Donc le schisme là-dessus n'est pas véritablement un schisme. C'est pour ça que l'Église catholique, dans sa grande prudence, a toujours été extrêmement indulgente avec ce qui n'est pas véritablement un schisme. Mais tout de même, ils vivent leur vie de leur côté. Alors au 7e siècle, c'est l'arrivée de l'islam, mais malgré cela, l'Arménie connaît ce qu'on appelle l'âge d'or, un âge d'or du 7e siècle. Comment c'est possible par rapport à l'islam? Alors les musulmans arrivent et ils ne sont pas si nombreux en réalité. Ce sont des Arabes qui arrivent. Ce sont des Arabes qui viennent des sables d'Arabie Saoudite après la mort de Mahomet. Mahomet meurt en 632 et très vite, les Arabes vont sortir des sables et avec une tactique guerrière assez éprouvée, une cavalerie légère, très mobile, des très bons archers, enfin on connaît ça. En un siècle, ils seront à Poitiers quand même, 632, 732, il y a juste 100 ans d'écart. Et donc, ils vont évidemment commencer par le Proche-Orient, ils vont conquérir tous les territoires, vaincre les Perses, ce qui n'était pas écrit, et surtout vaincre les Byzantins. À la grande bataille du Yarmouk, 3-4 années après, ça doit être 634, 636, dans ces eaux-là. Et à cette bataille du Yarmouk, les Byzantins sont battus. Donc, les Arméniens, eux, qui sont ces cavaliers arabes? On ne connaît pas. Qu'est-ce que c'est que cet islam? On ne le connaît pas. Et comme les Arabes sont assez peu nombreux, ils ne vont pas se lancer dans une conquête de l'Arménie et ils ne vont pas se lancer dans une hostilité au christianisme arménien. Ils vont faire les choses prudemment, ils vont surtout s'occuper de l'Empire byzantin, puissance évidemment beaucoup plus redoutable, et ils vont laisser tranquilles les Arméniens. Évidemment, c'était une ruse parce qu'à la fin, les choses se passeront moins bien, mais ça a permis aux Arméniens de connaître 2-3 siècles de tranquillité, d'expansion du christianisme et d'un nombre de constructions d'églises absolument incroyables. On appelle ça l'âge d'or parce qu'il y a véritablement au niveau des constructions. Ils avaient déjà construit beaucoup d'églises au 4e, 5e, 6e siècle et ils vont continuer. 6e, 7e, 8e siècle, c'est l'âge d'or d'Arménie. On a même appelé à ce moment-là l'Arménie le chaînon manquant parce que l'Occident, au 6e, 7e siècle, ça va pas fort. Le moral est bas. On construit quelques églises, mais pas énormément. Il y a assez peu d'églises paléo-chrétiennes, finalement, en France, alors qu'il y en a énormément en Arménie. Et donc, ce chaînon manquant permet de faire le lien entre ce qui fut les premiers siècles puissants de l'Église chrétienne et avant qu'il y ait le renouveau médiéval, eh bien c'est l'Arménie qui est à ce moment-là la grande puissance architecturale, artistique et intellectuelle. Ils inventent un alphabet pour pouvoir transmettre notamment des très vieux manuscrits chrétiens qui n'existent aujourd'hui qu'à Erevan, et qui sont vraiment la transmission intellectuelle de tout ce que les premiers moines de l'histoire avaient écrit. Et comme tout avait été détruit, l'autre partie avait été détruite à Alexandrie lors du fameux incendie de la grande bibliothèque d'Alexandrie, eh bien, les copistes arméniens ont été finalement le vecteur de transmission, et dans bien des cas, l'unique vecteur de transmission. Et j'invite les téléspectateurs à se rendre à Erevan, voir ce musée absolument somptueux, où on voit des incunables des 4e, 5e, 6e siècle, avec des enluminures extraordinaires. C'est un très beau spectacle. Alors, le grand malheur, finalement, c'est l'arrivée des Turcs seldjoukides. C'est ça, venus des steppes d'Asie centrale. Qui, là, la donne va vraiment changer. La donne va vraiment changer, parce que, au fond, les Turcs vont finir par repousser les Arabes. Alors déjà, arrivant dans l'Asie centrale, ils passent par l'Arménie? Alors, ils passent au début par l'Asie centrale, tous les stans actuels, Ouzbékistan, Turkménistan. C'est pour ça qu'ils sont peuplés de Turcomans, d'où leur entente assez bonne avec Erdogan, qui lorgne sur une influence géopolitique en Asie centrale. Ensuite, en effet, ils franchissent la Caspienne, ils arrivent dans le Caucase. Et puis ensuite, ils vont conquérir tout ce qui est la Turquie actuelle. Ces Seldjoukides vont donner, il y a une branche seldjoukine, une famille qui s'appelait les Ottomans, et c'est ça qui va donner naissance à l'Empire ottoman. Et donc, ces Seldjoukides vont vaincre successivement toutes les armées byzantines.
et ils vont vaincre les croisés. Ce sont quand même eux, même si Saladin était kurde, ses armées étaient surtout composées de Seldjoukides. Et petit à petit, eh bien, ils vont s'occuper des Arméniens. Mais dans un premier temps, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les Arméniens ne vont pas énormément en souffrir. Parce que l'Empire ottoman est assez pragmatique. C'est-à-dire que ceux qui se révoltent, comme les Serbes dans les Balkans, c'est terrible. C'est terrible, la répression est immense et là les gens sont décapités par milliers, il n'y a pas de prisonniers et les Turcs, pour effrayer les Serbes qui auraient encore envie de se révolter, font des pyramides de crânes absolument incroyables. L'Arménie, qui ne se révolte pas, eh bien, jouit d'une relative tranquillité. Au fond, les Ottomans, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait l'ordre et que l'impôt rentre. Et donc les Arméniens, sont des commerçants, qui sont d'excellents commerçants et qui ont donc des revenus importants. C'est l'époque où ils sont sortis en quelque sorte d'Arménie pour beaucoup d'entre eux. Ils ont installé des comptoirs en Asie mineure, à Marseille, c'est là où ça commence, dans toute la Méditerranée. Et vous avez de très nombreux bateaux arméniens qui cinglent sur tous les ports quasiment du monde. Ils vont aller jusqu'en Inde. Et donc, ils amassent un certain nombre de richesses. Et donc, finalement... Ils font partie de l'Empire ottoman ou il y a ils font partie de l'Empire ottoman. Il y a une forme d'autonomie avec un gouverneur. Oui. Mais non, le gouverneur est turc. Non, mais il y a un gouverneur turc, mais il n'y a pas un prince. C'est ça, il y a une noblesse qui jouit d'une relative tranquillité. Et les Arméniens peuvent vaquer leurs affaires, aussi bien religieuses qu'économiques. Donc, ils jouissent d'une certaine tranquillité, en dehors du fait que, de temps en temps, sinon ce ne serait plus des Turcs, il y a un massacre, il y a des Arméniens, sinon ce ne serait plus des Arméniens qui se révoltent quand même un petit peu. Mais finalement, ça ne prend pas des proportions gigantesques comme ça en prendra après, au 19e et au 20e siècle. Alors je voudrais que vous nous disiez deux mots du royaume de Cilicie. Petit royaume qui se trouve sur la côte méditerranéenne, méditerranéenne turque actuelle, tout à fait au sud, en face de Chypre en fait. D'accord. En face de Chypre, vous avez c'est la Syrie aujourd'hui. Exactement. Sur son extrémité est, il touche la Syrie, et Antioche est en fait, alors c'était pas vraiment la Cilicie, mais ça s'arrêtait là grosso modo. En réalité, pourquoi les Arméniens sont allés si loin de ce qui était leur base, c'est à la demande de l'Empire byzantin. Et donc, les Arméniens sont allés en Cilicie pour repousser les Arabes. Il y a eu une époque de bonne entente entre l'Empire byzantin et les Arméniens. Et puis ensuite, ils sont installés, ils étaient bien, ils avaient chassé les Arabes, et les Turcs avaient autre chose à faire que de reconquérir la Cilicie. Et donc, dans un premier temps, ce royaume de Cilicie va vivre avec des rois, un État vraiment souverain qui sera reconnu par plusieurs puissances européennes, par le peuple, et peuplé quasiment exclusivement d'Arméniens. Mais il y a aussi des Grecs, et il n'y a plus d'Arabes, et il n'y a pas encore de Turcs. Et donc ce royaume de Cilicie va connaître 2 ou 3 siècles, là aussi, d'un âge d'or, et ça démarre vraiment au moment des croisades, parce que Chypre était l'escale, en quelque sorte, des croisés. C'est juste en face de la Cilicie, c'est un endroit rêvé pour faire du commerce, et tout le monde, après Chypre, s'arrête en Cilicie avant d'aller en Terre Sainte ou au retour de Terre Sainte, et donc c'est un endroit qui est devenu très important. Et puis les Turcs, évidemment, vont finir par s'en occuper parce qu'ils n'ont pas accepté que ce royaume chrétien les nargue à leur porte. Et d'ailleurs, vous parliez de croisés, l'anecdote, le dernier roi de Cilicie est français, est d'origine française. Oui, c'est un Lusignan. Exactement comme celui qui fut le dernier roi de la Jérusalem chrétienne. C'était donc un Lusignan, Guy de Lusignan, le mari de Sibylle, qui était la sœur de Baudouin IV, le roi lépreux. Et ce fut un très mauvais roi de Jérusalem, parce que c'est lui qui a livré la bataille absurde d'Athine en 1187, où les armées croisées ont été écrasées par Saladin. Et ensuite, ce Guy de Lusignan est parti à Chypre, dans l'ombre de Richard Cœur de Lion, et il est devenu roi de Chypre, et stupeur, ce fut un très bon roi de Chypre. Donc, et à Chypre, quand on se promène à Chypre, les Lusignans sont extrêmement présents, et ils vont régner plusieurs siècles sur Chypre. Et donc il y a un cousin des Lusignans, Léon, qui par les alliances, Léon, va devenir, hélas, le dernier roi de Cilicie. Et les armées de Cilicie, les armées arméniennes de Cilicie sont vaincues, somme toute, assez facilement par les Turcs. Il n'y a plus de croisés, il n'y a plus rien pour les soutenir. Et la France va accueillir Léon dans son exil. Et donc, Léon de Lusignan, va mourir à Paris. Alors nous sommes maintenant au XVIe siècle. L'Arménie est toujours prise en étau. L'Empire byzantin a changé de nom. Ça se passe au XIVe, pour la mort de la fin du royaume de Cilicie. Je fais un saut jusqu'au XVIe. Donc l'Empire ottoman.
Donc vous nous avez expliqué comment cette enclave chrétienne résiste finalement par le commerce et puis sa religion forte. À l'Est, on a toujours la Perse. Quel est le danger à l'Est? Alors, il y a toujours l'empire perse, absolument, qu'on appelle plus sassanide, mais peu importe, ce sont les mêmes. Et ils se font évidemment régulièrement la guerre avec le nouvel empire ottoman. Et donc, comme d'habitude, la pauvre Arménie est entre les deux. C'est un champ de bataille ou... Oui, c'est un champ de bataille. C'est un champ de bataille. Il y aura des déportations organisées. Comme on ne veut pas laisser l'armée d'en face bénéficier de ravitaillement sur les terres, on va à certains moments, c'est ce que fera un des chats d'Iran de l'époque, eh bien, on va déporter des milliers et des milliers d'Arméniens, on ira les chercher sur leurs terres et les déporter en Iran pour, en quelque sorte, pratiquer une politique de la terre brûlée. Et donc les Arméniens vont être là aussi déportés par les Iraniens, un peu massacrés par les Seldjoukides, par les Turcs. Et donc pour eux, ça va être extrêmement difficile, mais courageusement, ils continuent, même s'il y a une immigration qui est déjà importante. Il commence à y avoir une diaspora arménienne à l'extérieur supérieure à la population de ce qu'est l'Arménie. Mais je vous rappelle que l'Arménie n'existe toujours pas en tant que pays à ce moment-là. C'est une province partiellement perse et partiellement turque. Et son identité, donc toujours, mais son identité toujours chrétienne, chrétienne. c'est ce qui fait le ciment. Oui, et aussi bien les chiites perses que les sunnites turcs n'ont pas de temps à perdre en quelque sorte avec le fait de raser les églises et de partir, là encore, ils le savent très bien, dans une guérilla infinie, parce que jamais les Arméniens n'accepteront de devenir musulmans. Vous nous expliquez qu'au XVIIIe siècle, il y a une petite tentative de l'église de Rome de ramener... Rome a toujours eu comme préoccupation d'essayer de ramener l'Arménie dans le giron romain, sachant que les différences dogmatiques étaient quasi nulles. En fait, ils croient exactement de la même façon le Christ mort et ressuscité. Et contrairement aux orthodoxes, il n'y a pas la querelle du filioque, il n'y a aucune querelle dogmatique sur le sujet. Donc, ils vont essayer, ça va presque marcher. Il y a toute une partie du clergé arménien qui va rallier Rome. Et ils vont même fonder, au large de Venise, vous avez une île arménienne, l'île San Lazzaro, il y a un monastère arménien catholique. Et là encore, c'est le peuple qui va s'opposer à ce mouvement de conversion. Le peuple est attaché à l'autonomie de l'Église arménienne, sans querelle théologique particulière, mais c'est une question de discipline. Notre catholicos, c'est le chef, et nous n'obéirons pas à un autre chef que notre catholicos, et donc l'affaire finira par échouer. Mais après, quand même, un mouvement de conversion très important du clergé. Alors, apparaît maintenant au XIXe siècle un nouvel acteur qui est la Russie, l'empire russe. Et alors, les Arméniens placent beaucoup d'espoir dans la Russie. Au début, ils regardent ça quand même avec une certaine inquiétude, parce qu'ils sentent la guerre venir. Mais la Russie, à un moment donné du XIXe, conquiert le Caucase et finit sa conquête du Caucase. Non sans mal, mais ils finissent leur conquête du Caucase, qui représente donc la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan actuels. Et puis ils descendent au sud. Et à ce moment-là, la grande idée russe, c'est de reprendre Constantinople et d'en faire la nouvelle grande ville chrétienne orthodoxe. Et la perfide Albion va évidemment s'opposer à cela, parce que la perfide Albion ne veut absolument pas que les Russes prennent trop d'importance dans cette région du monde. Les Anglais ont toujours les Indes pas loin, ils veulent commercer, ils ne veulent pas avoir une concurrence géopolitique trop forte. Mais à cette époque, l'Empire ottoman est affaibli. Et le 19e siècle, l'Empire ottoman, c'est l'homme malade de l'Europe. Et donc, ils ont beaucoup plus de mal. L'Empire ottoman est rentré en pleine décadence. D'ailleurs, il n'en a plus pour longtemps. Et les souverains, les pachas turcs sont plus décadents les uns que les autres. Ils ont massacré tous les janissaires qui se révoltaient contre cette décadence et cette fin du nationalisme turc en réalité. Et donc, l'Empire part à volo. Et les Anglais, eux, voient avec inquiétude les Russes arriver. Alors les Russes descendent. Ils délivrent Erevan, qui était occupé par les Perses. Et ensuite, par les Perses. Et donc, ensuite, c'est les fameux 2/3 du départ des Perses, du grand partage. Et ensuite, eh bien, l'objectif, c'est Constantinople, qui n'est pas si loin. Et donc, c'est tout à fait envisageable. Donc, les Anglais vont dire aux Turcs, on va vous aider à contrer les Russes. Déjà, l'obsession anglaise, contrer les Russes. Et la stupéfaction, la mauvaise nouvelle, l'erreur tragique,
c'est que Napoléon III va être convaincu par les Anglais. On se demande comment et pourquoi, mais il va être convaincu par les Anglais de déclencher la guerre, de participer à cette guerre qu'on appellera la guerre de Crimée. La fameuse guerre de Crimée. Et donc, la guerre de Crimée se termine par le traité de Berlin. Alors, 20 ans après, il y a le traité de Berlin qui conclut, en quelque sorte, la guerre de Crimée. La guerre de Crimée permet de stopper l'avancée russe. La Russie a reconquis, grosso modo, un tiers de l'Arménie. Un tiers, oui. Et ils ont été arrêtés ensuite. Et parce que, c'est vrai que quand je dis c'est pas si loin, Constantinople, il y avait quand même un petit peu de route. Donc ils ont conquis un tiers, il n'y aurait pas eu la guerre de Crimée, comme il n'y avait plus l'Empire ottoman. En 3 mois, c'était fait, franchement. Mais là, il y a eu cette incursion franco-turco-britannique qui a stoppé les armées russes, avec notamment le fameux siège de Sébastopol, la victoire de Malakoff. On s'enorgueillit de ses succès. Les soldats français ont été extrêmement courageux, brillants. Mais franchement, sur le plan géopolitique, quelle catastrophe. Quoi qu'il en soit, on signe un armistice. On obtient quand même des Turcs qu'il y ait une égalité de traitement complète, que le statut des chrétiens dans l'Empire ottoman soit le même que le statut des musulmans. C'est la seule avancée. Et en effet, 20 ans après, il faut quand même se mettre d'accord sur ce qu'on fait de tout ça. Et on formalise ça au Congrès de Berlin. Et là, au Congrès de Berlin, c'est le début de la catastrophe. C'est-à-dire que les puissances européennes décident que ce que les Russes ont reconquis sera sous protection russe et que les 2 tiers occidentaux seront sous protection turque. Alors les Arméniens, affolés, disent « mais vous connaissez pas les Turcs. À la première occasion, ils vont mettre la main dessus, ils vont nous massacrer, c'est pas possible. » Et les Occidentaux, comme maintenant pour le Haut-Karabakh, on dit « ne vous inquiétez pas, on vous protégera, nous serons là. » Moyennant quoi, l'Arménie actuelle, c'est la partie reconquise par les Russes, et tout le reste, le mont Ararat en tête, c'est la partie turque. Et donc les Arméniens ont supplié les Russes de ne pas accepter. Et pour des raisons difficiles à comprendre, peut-être parce qu'ils ont perdu la guerre de Crimée, qu'on n'est finalement que 20 ans après, les Russes finissent par accepter. Et donc, les Turcs récupèrent, pour eux, miraculeusement, ils ne s'attendaient pas quand même à une telle naïveté, les 2 tiers de l'Arménie, qui se trouvent donc aujourd'hui en Turquie. Et donc, finalement, malheureusement, l'histoire va donner raison aux Arméniens, parce que là, nous allons arriver à la période la plus sombre pour le peuple arménien, fin 19e. Fin 19e. Il y a des mouvements islamo-nationalistes Exactement. en Turquie. Les jeunes Turcs commencent à faire leur apparition et donc ils veulent redonner à la Turquie ses lettres de noblesse et ils vont lancer le mouvement islamo-nationaliste qui ne va plus cesser jusqu'à nos jours. Et donc c'est eux qui finiront par renverser, aidés par la guerre de 14, par renverser le pouvoir des sultans et par mettre fin à l'Empire ottoman et le remplacer par une république turque. Mais il faut bien noter que les premiers massacres commencent dans ces années. Dans les années 1890. On prend les Arméniens pour bouc émissaire, pour cible, histoire de cristalliser le... C'est ça. Alors, bouc émissaire, ils n'ont rien à leur reprocher, en réalité, sauf d'être plus riches. J'allais dire tête de Turc, mais ça me paraissait mal fait. Oui, tout à fait. Et en tout cas, ils suscitaient beaucoup d'envie de la part des Turcs comme des Kurdes, parce que les Arméniens sont des travailleurs, des commerçants hors pair. Et donc, au bout d'un moment, ils deviennent riches. Et donc, ça rend fou les autres qui travaillent moins, qui sont peut-être moins doués. Alors, les grands massacres vont commencer dès les années 1880-90. On estime qu'en cette fin du 19e siècle, à travers la Turquie actuelle, 300 000 Arméniens seront massacrés. Donc, ce n'est pas encore le grand génocide qui va venir. Tout de même, 300 000, ce sont des Arméniens qui... Là, on n'est pas en Arménie même. On n'est pas dans la zone arménienne, on est dans toute la... Un peu partout, parce que les Arméniens, forcément, un peu comme les Grecs, oui. se sont répandus, évidemment, dans toute la Turquie. Le long de la côte ouest, la côte égéenne, l'ouest de l'Asie mineure, vous avez des centaines de milliers d'Arméniens qui vivent là et qui commercent, depuis notamment, avec les Grecs, depuis notamment le grand port de Smyrne, qui est devenu Izmir aujourd'hui. Et donc, on sent déjà les prémices en cette fin du 19e siècle. Et donc les jeunes Turcs finissent par prendre le pouvoir, la guerre de 14 arrive, et là, profitant de la guerre de 14, les Turcs vont mettre à exécution le plan qu'ils ont depuis longtemps. Ce mouvement des jeunes Turcs, dont faisait partie d'ailleurs Mustafa Kemal, mais c'est pas lui qui a organisé le génocide, c'est essentiellement un homme nommé Enver Pacha, ils vont
organiser ce génocide. Pourquoi veut-il supprimer les Turcs, comme ensuite ils chasseront les Grecs? Parce qu'ils estiment que pour régénérer la Turquie, sur un fondement islamo-nationaliste, il ne faut qu'il n'y ait que des musulmans et que des Turcs. Et donc, les Arméniens, comme les Grecs, sont un corps étranger qu'il faut éliminer. Et les Arméniens sont plus nombreux que les Grecs. Ils sont fort riches, comme je vous l'ai dit, et les Turcs vont procéder d'une façon quand même avec une accumulation de mensonges absolument incroyable. Il y a la guerre contre la Russie. La Russie est dans le camp de la France, de l'Angleterre, et la Turquie est dans le camp de l'Allemagne. Donc les Russes vont attaquer, comme d'habitude, la Turquie par l'Est. Et à ce moment-là, les Turcs vont dire « Ah non, mais les Arméniens qui sont citoyens turcs à qui on a donné des fusils, ils vont se ranger du côté des Russes. » Le raisonnement pouvait être défendu d'ailleurs, puisque certains Arméniens vont le faire, mais pas tous. Il y en a d'autres qui vont faire le coup de feu contre les Russes. Mais on va prendre ce prétexte-là pour désarmer tous les Arméniens. Qu'il n'y ait plus un homme arménien d'armée. Et ça, c'est le début du génocide. Et ensuite, en 1915, alors que évidemment toutes les puissances occidentales sont occupées ailleurs, eh bien, commence le grand génocide, c'est-à-dire que dans toutes les villes, tous les villages arméniens, eh bien, on va sortir des maisons, tous les Arméniens. Les Kurdes vont s'occuper de ce sale travail sous le contrôle des policiers et des gendarmes turcs, et on va déporter les gens en leur faisant croire qu'on se contente de les déplacer vers l'Est, vers l'Arménie, où ils vont retrouver leurs frères. Et on les lance dans le désert. Tout est faux. On les envoie vers la Syrie, et ceux qui n'ont pas été massacrés en route, une grande majorité sera massacrée en cours de route, de toutes les façons qui soient. Il y aura y compris des crucifixions, des choses abominables, des choses mais abominables. Ouais. Eh bien, les derniers survivants finiront dans le désert de Deir ez-Zor, où ils mourront de soif dans ce désert. On estime à combien le nombre de... Alors, on a longtemps dit 1 million. Je ne parle pas les Turcs qui disent qu'il n'y en a pas. Les historiens ont longtemps dit 1 million, mais les derniers travaux des historiens, notamment arméniens, qui sont des historiens très sérieux, estiment que c'est 1,5 million, finalement. Alors, il y en a quelques centaines de milliers qui ont réussi à s'enfuir, ceux qui étaient le plus à l'est, qui ont rejoint l'Arménie actuelle. Oui. Là, ils y sont arrivés. Et puis, quelques dizaines de milliers, presque centaines de milliers, qui ont réussi à rejoindre le Liban et la Syrie. Alors, non pas le malheureux désert de Deir ez-Zor, évidemment, mais des villes comme notamment Alep, et Tripoli et Beyrouth. Et aucun moment de tentative de révolte, Une seule, parce que d'abord, ils avaient quand même très peu d'armes, pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure. Et puis en plus, ils ne pensaient pas qu'ils se feraient massacrer. Vous savez, c'est souvent la ruse des génocidaires, faire croire à l'autre qu'il ne se passera rien de grave. Et donc il y a eu une révolte, la révolte du Musadag, comme on l'appelait. C'est un franco-arménien qui va lancer ça. Et il y aura les 40 jours du Musadag, 40 jours d'une révolte, qui va l'emporter grâce à un bateau français qui pourra évacuer les révoltés qui auront tenu tête aux Turcs pendant ces 40 jours. Et on peut lire le très beau roman de Franz Werfel sur le sujet, les 40 jours du Musadag. Alors, est-ce que la révolution bolchevique va changer la donne pour l'Arménie ? Totalement. La révolution bolchevique arrive, la guerre civile éclate entre Russes rouges et blancs. Et évidemment, les armées russes qui étaient là se disloquent. Elles ne reçoivent même pas l'ordre, elles se disloquent. Il y a des blancs, des rouges, ils se battent d'ailleurs entre eux. Et finalement, tout ça s'en va et participe à la grande guerre civile russe. Et donc les Arméniens se retrouvent seuls. Les Turcs, à ce moment-là, vont essayer d'enfoncer le clou. Et en 1919, ils envahissent leur propre province, en quelque sorte, l'Arménie actuelle. Et ils sont aux portes d'Erevan. Et là, à vue humaine, raisonnablement, les Arméniens n'ont plus aucune chance. Ils sont quelques dizaines de milliers de combattants qui ont récupéré des armes des Russes. Et beaucoup de ces combattants sont arrivés épuisés depuis le génocide en s'enfuyant. D'autres étaient déjà sur place. Et donc, on ne donnait pas cher de leur chance aux Arméniens. Et puis, il va y avoir une ou deux brillantes manœuvres militaires. Les Turcs ont été imprudents, pensant que l'affaire était dans le sac. Ils se sont laissés encercler. Leur avant-garde s'est fait décimer. Et les Arméniens se sont lancés dans des charges de cavalerie improbables et l'armée turque a fui en déroute. Ça a été la grande bataille de Sardanapale en 1919 ou 1918 et ça a été le miracle arménien. Et à ce moment-là, dans la foulée de cette guerre, en 1920, l'Arménie proclame enfin son indépendance, qui va durer 1 an à peine, parce que l'URSS est constituée. Et les soviétiques, à ce moment-là, disent « Ah mais non, il ne va pas y avoir d'État arménien indépendant. Vous allez rejoindre la grande union des républiques socialistes soviétiques et vous serez
une république socialiste soviétique. Et alors finalement, qu'est-ce que ça donnait toute la période soviétique pour l'Arménie? Eh bien, dans un premier temps... On a tendance à penser que c'était pas si mal que ça. Alors, c'est pas si mal que ça. Dans un premier temps, il y a tout de même deux mauvaises nouvelles. C'est que Staline décide de donner le Haut-Karabakh sur le territoire à l'Azerbaïdjan. Et donc, on pouvait très bien faire un petit trait pour élargir l'Arménie. Parce que de toute façon, tout ça a été soumis à Moscou. On paye les conséquences aujourd'hui, et on en paye les conséquences aujourd'hui. Donc, on donne, contre toute logique, parce que le Haut-Karabakh est peuplé quasiment à 100% d'Arméniens, on le donne à l'Azerbaïdjan. Donc ça devait faire partie chez Staline de sa vieille haine du christianisme en disant on ne va pas quand même faire un État composé de chrétiens. Et d'autre part, le Nakhitchevan, au sud de l'Arménie, qui est une province peuplée à 50% de musulmans et 50% d'Arméniens, eh bien pareil, alors là contre toute logique géographique, puisqu'elle est complètement enclavée côté arménien, elle n'a pas de lien terrestre avec l'Azerbaïdjan. Elle est entre la Turquie et l'Arménie. Entre la Turquie et l'Arménie. Et on va la donner à l'Azerbaïdjan sous prétexte qu'il y a quasiment une majorité de musulmans. À ce moment-là, le raisonnement du Haut-Karabakh ne tient pas. Et il faut reconnaître que les Arméniens acceptent ça, ils n'ont pas le choix d'une part, mais aussi surprenant que ça puisse paraître pour un vieux pays chrétien, il y a un mouvement d'adhésion au Parti communiste assez important en Arménie. Et vous allez avoir beaucoup d'Arméniens qui vont devenir marxistes, qui vont devenir communistes, y compris en France d'ailleurs, les résistants arméniens communistes, Manoukian et autres. Oui. Et il y a toujours eu un Parti communiste arménien assez puissant. Et donc ces chrétiens et ces communistes arméniens vont se faire face à face. Il y aura quelques drames. Comme les chrétiens s'agitent trop, un jour, la Tchéka va assassiner le catholicos arménien pour dire aux Arméniens, attention, si vous bougez trop, il va se passer des choses. Mais en dehors de ça, surtout à l'après-guerre, parce que les Arméniens se sont battus courageusement contre les Allemands, ils ont eu 150 000 morts. Et comme toujours, les Arméniens sont d'excellents fantassins, ils se sont battus vraiment avec beaucoup de courage. Donc, on les laisse tranquilles, et de 1945 jusqu'à l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, ils vont jouir pour peu, un peu comme l'Empire ottoman, ils vont jouir d'une certaine tranquillité, pour peu, effectivement, qu'ils ne se révoltent pas. Alors justement, jusqu'en 91, effondrement de l'URSS, et là, l'Arménie va en profiter pour récupérer ce que Staline a donné aux Azerbaïdjanais, le fameux Haut-Karabakh. Exactement. Les Arméniens du Haut-Karabakh proclament leur indépendance, directement, et, comme prévu, les Azerbaïdjanais attaquent le Haut-Karabakh et l'armée arménienne se précipite au secours, contrairement à maintenant. Alors l'Azerbaïdjan attaque le Haut-Karabakh parce qu'elle sait... Parce que le Haut-Karabakh vient de proclamer son indépendance. Ah, c'est le Haut-Karabakh, donc il y a l'Arménie qui... C'est ça, le Haut-Karabakh proclame son indépendance. Oui, et son rattachement à l'Arménie. En liaison évidemment avec l'Arménie. Oui. Et l'Azerbaïdjan dit c'est une provocation, on va attaquer. Tant pis, on le fait quand même. Et l'armée arménienne fait mouvement vers le Haut-Karabakh et une grande guerre commence entre l'Azerbaïdjan et le Haut-Karabakh. Donc là, c'est en 1991 92, 13, 14, ça va durer plusieurs années, 30 000 morts. 30 000 morts, mais là, les deux pays ont des armements très faibles, l'un comme l'autre. Donc ils sont à égalité de technologie en quelque sorte. Et le fantassin arménien est bien meilleur que le fantassin azéri. Plus courageux, plus aguerri, plus naturellement courageux, plus patriote aussi. Et donc les Arméniens vont finalement l'emporter assez largement. Et dans ce Haut-Karabakh, eh bien, il proclame donc son indépendance, qui n'est reconnue par personne, mais l'armée arménienne est présente sur place. Les forces d'autodéfense du Haut-Karabakh sont faibles, mais peu importe. Les Azéris ont subi une telle défaite que... on pense qu'ils vont être tranquilles pendant un petit moment. Et c'est le moment des relations au beau fixe entre l'Arménie et la Russie. Et donc la Russie se porte garant de la sécurité de l'Arménie. La Russie, à ce moment-là, a des relations convenables, mais sans plus avec l'Azerbaïdjan, comme avec la Turquie. Et donc il semblerait qu'à ce moment-là, le Haut-Karabakh n'ait plus rien à craindre. Mais voilà. En 2020, poussé par Erdogan, qui veut absolument se ménager un accès vers l'Asie centrale, eh bien, l'Azerbaïdjan va attaquer le Haut-Karabakh. Ils ont beaucoup d'argent, grâce au pétrole. Le pétrole et le gaz de Bakou, c'est quand même très, très important. Originellement, c'est vraiment un des premiers lieux d'exploitation du pétrole, juste après les États-Unis. C'est là que la British Petroleum, la Shell vont faire leur fortune. Avec des Arméniens qui commercent beaucoup, bien qu'on soit à Bakou, la famille Gulbenkian, très connue, fera fortune à ce moment-là. Donc,
tout ce pétrole et ce gaz de Bakou, qui est loin d'être épuisé encore comme filon, eh bien, va donner beaucoup d'argent à Aliyev, le dictateur azéri, ce qui va permettre aux Azerbaïdjanais d'acheter en 2020, d'acheter au préalable. Pendant longtemps, ils ont fait ça. Ils ont acheté beaucoup de drones turcs. Et ce sont, quand l'armée arménienne va se porter contre l'Azerbaïdjan, contre l'armée azérie, eh bien, ce sont ces drones qui vont faire la différence. Et vous allez avoir tous les chars arméniens décimés par les drones Berakbar, fournis par Erdogan et payés avec l'argent du gaz et du pétrole. Également une aide d'Israël. Et une aide conséquente d'Israël. On n'en parle pas beaucoup de ça, alors qu'elle est quand même... qui aide des chiites face à l'Iran chiite également. Oui, ça paraît très compliqué, mais en réalité, même si les Azéris sont chiites, ils sont beaucoup plus proches des sunnites turcs. Mais comme vous le savez, l'ennemi numéro 1 d'Israël, c'est l'Iran. Et donc, il y a une frontière commune assez longue entre l'Azerbaïdjan et l'Iran. Et là, l'Iran et l'Azerbaïdjan. Et donc, là, les Azéris ont autorisé les Israéliens à installer de multiples systèmes d'écoute, de radars pour surveiller tout l'Iran depuis l'Azerbaïdjan. Et en échange, évidemment, les Israéliens ont fourni le dernier cri des drones, encore meilleur que les drones turcs. Et là, ces drones ont été utilisés là, dans les 48 heures de combat qui ont eu lieu. Mais déjà à l'époque, les Israéliens avaient fourni une aide technologique très conséquente aux Azéris. Il y avait des conseillers sur le terrain. Il y avait des drones israéliens, il y avait de l'armement très sophistiqué, des radars très sophistiqués, enfin ce que les Israéliens savent faire. Et donc finalement, la dernière agression qu'il y a eu là, il y a quelques jours donc, dans le Haut-Karabakh, c'est la suite logique. C'est la suite logique. Les Russes étaient intervenus là, les pour Russes mettre fin au carnage. Voilà. Et au bout de 45 jours de combat et 4000 morts arméniens, on imagine l'équivalent des Azéris. Erdogan, pour aider, avait envoyé des islamistes syriens pour donner un coup de main à ses amis Azéris. Et donc, finalement, au bout de 45 jours, les Russes sont intervenus pour sauver, on va dire, les 2 tiers du Haut-Karabakh. Mais là, comme vous dites, ils sont occupés ailleurs. Et puis, il y a eu une évolution du régime arménien. Il y a eu la révolution de velours de 2018, financé par George Soros, le Premier ministre arménien actuel, Pachinian, s'est affiché avec Soros, poussé évidemment par les Américains, la CIA, toujours les grandes promesses, on ne vous laissera jamais tomber, on vous aidera. Et donc, à partir de 2018, il y a un tournant stratégique dont la rupture se produit l'année dernière, la rupture finale se produit l'année dernière, quand la Cour pénale internationale inculpe Poutine de crimes contre l'humanité en Ukraine, et que les Arméniens, membres de cette cour, adhérents de cette cour, avalisent cela. Oui. Et donc, à ce moment-là, les Russes disent « Ah bon, alors Poutine ne peut plus aller en Arménie, il risque de se faire arrêter. » Eh bien, les juristes arméniens ont dit « Oui, il court le risque de se faire arrêter. » Alors, se couper de son principal mentor, du seul qui pouvait empêcher ce qui vient de se passer, c'est quand même fou. Donc, Pachinian s'est tourné résolument vers l'Amérique, et il s'est passé ce qui s'est passé. Les Azéris ont senti que les Russes, cette fois, ne bougeraient pas. Et que l'Occident, évidemment, s'est gravé dans le marbre, c'est écrit on ne bouge que pour les Ukrainiens, sinon on ne fait rien. Et donc, ils ont laissé faire. Et donc, le Karabakh, maintenant, je le crains, est définitivement perdu. Et maintenant, d'ailleurs, vous pensez que ce n'est pas totalement terminé, parce qu'il y a le fameux Nakhitchevan qui est au sud de l'Arménie. Donc vous nous expliquiez tout à l'heure que c'était le passage vers la Caspienne pour les Turcs. Et oui, les Azéris ne s'arrêteront pas. Comme les Turcs ne voulaient pas s'arrêter contre les Arméniens, le rêve des Azéris comme des Turcs, c'est de détruire l'Arménie. Et là, ils ont un premier vecteur, enfin un deuxième après le Haut-Karabakh, c'est en effet ce Nakhitchevan. Le Nakhitchevan, c'est donc cette province où il y avait 50% de musulmans, 50% d'Arméniens, comme je l'ai dit. Depuis, le nettoyage ethnique sous l'Union soviétique a été effectué par les Azéris en toute impunité et il n'y a plus un seul Arménien. Donc il y a 100% d'Azéris musulmans dans cette province. Elle touche la Turquie. Elle s'étend le long de la frontière iranienne et au bout d'un moment, elle est bloquée par le sud de l'Arménie. Et c'est le point commun entre l'Arménie et l'Iran. Et ensuite, vous sautez quelques dizaines de kilomètres et vous vous retrouvez en Azerbaïdjan et au-delà, donc évidemment, la Caspienne et l'Asie centrale. Il est évident que ce petit corridor entre le Nakhitchevan et l'Azerbaïdjan eh bien, est destiné à être forcé un jour. Alors le seul obstacle, ce sera plus ni la Russie, encore moins l'Amérique et la France, dans laquelle on ne fait que bavasser et ne rien faire d'autre, ce sera l'Iran. Parce que l'Iran,
qui n'a pas de très bonnes relations avec l'Azerbaïdjan, qui a de mauvaises relations avec la Turquie, veut garder sa frontière commune avec l'Arménie. Elle ne veut pas d'une seule frontière avec l'Azerbaïdjan. Donc, elle peut intervenir éventuellement. Ce sont évidemment des supputations, peut-être qu'elle ne fera rien, mais elle verrait d'un très mauvais œil une intervention turco-azérie, parce que c'est comme ça que ça va se passer in fine, turco-azérie pour forcer ça et l'empêcher de perdre lui faisant perdre sa frontière avec l'Arménie. Et donc c'est tout l'enjeu des années à venir, mais l'affaire n'en restera pas là, c'est évident. Certainement. Antoine Delacoste, merci infiniment pour toutes ces explications passionnantes de géopolitique et d'histoire. Donc je rappelle votre blog Géochronique.fr. Et je crois que vous êtes aussi féru de littérature et vous avez un blog de littérature qui s'appelle Les Livres d'Antoine. Je n'ai pas l'adresse exacte. Les livres d'Antoine.com, ça se trouve. Vous trouverez. Vous allez maintenant retrouver Christopher Lann et la petite histoire. Avant, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci et à bientôt. Si vous pensez que la justice d'aujourd'hui c'est n'importe quoi, écoutez plutôt ça. Dans l'Antiquité, certains naturalistes, et en particulier Pline l'Ancien, prêtaient des qualités aux animaux. Par exemple, le lion, il avait de la clémence pour les suppliants, et l'éléphant, il avait un amour de l'honnêteté, de la justice, et même un sentiment religieux. Bon, pourquoi pas. On pourrait même citer des pères de l'Église et des saints, comme saint François d'Assise par exemple, qui communiaient et communiquaient avec les animaux, en l'occurrence les oiseaux, donc jusque-là ça va. Dans l'ancien temps, les animaux étaient l'objet de plusieurs superstitions et croyances, donc bon, ça passe. Mais saviez-vous qu'au Moyen-Âge et même après, du XIe jusqu'à la fin du XVIIe siècle, les animaux étaient l'objet de procès civils et criminels. Pour diverses raisons, avoir tué un humain, détruit des cultures ou autres, on condamnait des porcs, des chiens, des chats, des chevaux, des taureaux, des bœufs, et même des taupes, des mulots, des harançons, des sauterelles, des criquets, enfin tout un tas d'insectes. Mais tout se passait normalement, on arrêtait le délinquant, on le mettait en prison, on dressait un procès verbal qu'on lui lisait d'ailleurs, parce qu'on pensait qu'il pouvait entendre raison. Ensuite, le juge réunissait des témoins, on entendait les témoins, on menait une enquête très approfondie, et il rendait sa sentence, une sentence qui était d'ailleurs signifiée à l'accusé dans sa cellule. Une fois condamné, bien sûr, on exécutait le criminel par pendaison, par étranglement ou par le feu. Les exécutions étaient publiques et parfois on mettait même des habits d'hommes aux animaux. Vous imaginez un porc en smoking ? Oui. À titre d'exemple, en 1268 à Paris, on exécutait un porc pour avoir tué un enfant. Faut préciser qu'à cette époque, les cochons et les truies circulaient en toute liberté dans les rues des villages et que parfois, à l'heure de l'apéro, il arrivait que... Quoi, vous mangez bien du saucisson, vous, non ? En 1368, à Falaise, une truie est condamnée pour avoir tué un enfant après l'avoir mordu au visage et au bras, à être pendue en habit d'homme après avoir été mutilée au bras et au visage. Voilà, la loi du talion, c'est net et sans bavure. En 1474, un coq est condamné au bûcher pour avoir pondu un œuf. L'œuf fut brûlé aussi. Quoi ? Ce n'est que bien plus tard que ces pratiques ont été abolies et remplacées par la condamnation du propriétaire de l'animal. D'ailleurs, à l'époque, le propriétaire de l'animal devait payer les frais d'exécution et assister lui-même au supplice de sa bête, ce qui était perçu comme une punition. Alors à première vue, et même à seconde vue d'ailleurs, on pourrait se dire qu'ils sont... Mais si on a un petit côté romantique, on pourrait se dire que c'est une stricte application de la loi universelle qui veut que toutes les créatures de Dieu soient égales devant la justice. Pourquoi pas ? D'ailleurs, c'est un débat qui a eu lieu à l'époque entre ceux qui personnifiaient les animaux, au point de croire qu'ils avaient une âme ou qu'ils avaient des qualités, du discernement, et ceux qui jugeaient qu'un animal ne pouvait percevoir ni le bien ni le mal, et donc que ce genre de procès était à la fois une perte de temps et une ineptie. Et j'insiste sur le fait que le phénomène ne concernait pas uniquement le Moyen-Âge, une époque qu'on a trop tendance à considérer comme arriérée, mais c'est au contraire étendu jusqu'au XVIIe siècle, même à la fin du XVIIe siècle. D'ailleurs, c'est à partir du XVIe siècle que le phénomène s'intensifie. Je
peux même vous citer un petit exemple amusant qui reste assez dans le thème même si on s'éloigne un peu. Le 23 avril 1794, le tribunal révolutionnaire condamne à la guillotine la famille du duc Armand de Béthune pour avoir détenu un perroquet qui avait la fâcheuse tendance de crier « Vive le roi ». Le perroquet, lui, ne sera pas tué, mais il sera confié à la citoyenne Lebon qui aura pour mission de lui apprendre à crier « Vive la nation ». Bon là, mis à part cette petite parenthèse, on a surtout parlé des procès criminels, mais on peut aussi citer les procès civils. Et là, croyez-moi qu'il y a du dossier aussi. Ces procès concernaient surtout des insectes des champs qui détruisaient les cultures ou même des petits animaux, les sauterelles, les criquets, les harençons, les mulots, les taupes. Et vous savez quoi? On leur donnait un avocat. Oui. Barthélemy Charancé, qui est un jurisconsulte respectable du XVIe siècle, aurait même établi le début de sa fortune après avoir plaidé pour des rats. Après tout, aujourd'hui, il y a bien des gens qui défendent Balkany, quoi. Enfin, les temps évoluent, quoi. Mais il y a pire. Oui. Quand des insectes ravageaient des cultures, un huissier se rendait sur place pour les assigner à comparaître devant le juge à telle heure, telle date. C'est-à-dire que le mec, il se déplaçait personnellement pour aller donner rendez-vous à des criquets. Et pour l'anecdote, c'est d'ailleurs à partir de cette période que quand on fait un bide, on entend ça. Ouais. Ça marche aussi pour les blagues nulles. Bon, ça va. L'Église prononçait aussi parfois des sentences d'excommunication pour des petits animaux ou des insectes, comme par exemple la chenille ou la sangsue. Bien sûr, parfois il s'avérait que les bestioles quittent les lieux après la sentence, et là on y voyait un signe de leur capacité à entendre raison. Des auteurs sérieux comme Chassanet ou Charrier donnent d'ailleurs des exemples où, en effet, après la sentence, les bestioles sont parties. Bon, pour conclure, on a vu les procès criminels, on a vu les procès civils, maintenant il reste un point, une situation, bon, je suis un peu obligé d'en parler. Vous savez, quand Marcel a une petite envie et puis qu'il se rend derrière la grange pour trousser une chèvre, voilà. Et bien dans ce cas précis, les deux petits coquins sont brûlés tous les deux. Voilà, ça fait un bon point final pour cet épisode. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Petite Histoire sur TV Liberté.